Par un matin silencieux à Charleston, Nora Whittaker découvre une simple ligne sur un relevé bancaire, puis un message qui glace son sang. Son mari, Evan, l'homme que toute sa famille présente comme un époux parfait, retrouve en secret sa maîtresse dans un restaurant étoilé avec l'argent de leur foyer. Mais Evan ignore une chose. Nora n'est pas une femme que l'on humilie éternellement. Ce qui commence par une trahison devient une chute implacable où mensonges, argent, pouvoir et manipulation devront enfin payer leur prix. Et croyez-moi, la fin vous surprendra. Dites-nous en commentaire d'où vous regardez et à quelle heure vous écoutez cette histoire. Nora Whittaker découvrit la première fissure de son mariage un jeudi matin dans le silence bleu de sa cuisine. Il était à peine 5 heures. Charleston dormait encore derrière les vitres, enveloppé d'une brume légère venue de la mer. La cafetière faisait tomber ses gouttes sombres avec une lenteur presque cruelle. Chaque petit bruit semblait trop fort dans cette maison, trop propre, trop calme, trop parfaite. Nora était assise devant son ordinateur portable, les cheveux attachés à la hâte, une couverture sur les épaules. Elle préparait le budget mensuel de leur foyer, comme elle le faisait depuis 5 ans de mariage. Evan disait toujours qu'elle avait le cerveau des chiffres et qu'il préférait s'occuper des clients, des dîners, des sourires, des poignées de main. Au début, cette répartition lui avait semblé naturelle. Elle croyait qu'un mariage était un échange. L'un portait ce que l'autre ne savait pas porter. Mais ce matin-là, en regardant l'écran, Nora comprit qu'elle avait peu être portée bien plus qu'elle ne l'avait imaginé. Une ligne attira son attention. La méridienne Savannah. 486,72 $. Elle fronça les sourcils. La Méridienne était un restaurant étoilé, l'un de ces endroits où l'on servait le poisson dans des assiettes immenses, sous une lumière dorée, avec des verres si fins qu'on avait peur de les toucher. Evan détestait ce genre de restaurant. Il disait toujours que payer 500 $ pour sortir de table encore affamée était une absurdité. Nora fit défiler le relevé. Une autre ligne apparut. La Méridienne, 512,40 $. Puis une troisième. La Méridienne, 479,18 $. Toujours un jeudi soir, toujours à Savannah, toujours avec leur carte commune. Son cœur ne se brisa pas d'un coup, non. Il se serra lentement, comme une main invisible qui refermait ses doigts autour d'elle. Elle resta immobile, les yeux fixés sur l'écran. Dans le couloir, elle entendit Evan respirer dans leur chambre. Ce souffle tranquille, régulier, presque innocent, lui parut soudain étranger. Comment un homme pouvait-il dormir si paisiblement à côté d'un mensonge ? Nora tenta de se raisonner. Peu était-ce un client, peu être un dîner d'affaires. La société d'événementiel d'Evan traversait une période difficile. Il parlait souvent d'un investisseur potentiel, d'un contrat important, d'une opportunité qui pouvait tout changer. Mais pourquoi ne lui avait-il rien dit ? Pourquoi ces dîners revenaient-ils toujours le même soir ? Et pourquoi une partie d'elle, cette petite voix que les femmes apprennent trop souvent à faire taire, lui murmurait-elle déjà la vérité ? À cet instant, l'iPad posé près de l'évier s'alluma. Un message apparut. « Table for two again. Wear the navy suit. I love watching you pretend to be loyal. » Nora cessa de respirer. Le monde ne s'écroula pas avec fracas. Il se vida de son air. La cuisine, les murs blancs, les fleurs séchées sur la table, les photos de mariage dans le couloir, tout devint lointain. Comme si elle observait sa propre vie depuis l'autre côté d'une vitre, elle relut le message. Une fois, 2 fois, puis une troisième. Le navy suit, le costume bleu marine, celui qu'elle lui avait offert pour leur dernier anniversaire, celui qu'il portait quand il voulait avoir l'air important, irrésistible, victorieux. Nora posa une main sur la table pour ne pas tomber. Elle pensa à son père, à sa mère, assises autrefois dans une cuisine semblable, les yeux secs mais morts, après avoir découvert une autre femme dans la vie de son mari. Nora s'était jurée de ne jamais devenir cette femme silencieuse, cette femme qui savait mais restait. Et pourtant, la voilà, dans sa propre cuisine, devant ses propres preuves, avec son propre cœur en train de se fendre. Derrière elle, Evan entra pieds nus, les cheveux humides, le visage encore doux de sommeil. « Tu es déjà debout » demanda-t-il. Nora referma l'ordinateur avec lenteur.
Elle tourna vers lui un visage calme, si calme qu'elle s'en effraya elle-même. Je faisais les comptes. Evan sourit, ouvrit le placard, prit une tasse. « Tu travailles trop, Nor, c'est pour ça que je t'aime. Tu tiens tout debout. » Cette phrase entra en elle comme une lame froide. Oui, elle avait tout tenu debout, la maison, les factures, ses rêves à lui, son entreprise, sa réputation, même l'image du mari parfait qu'il montrait au monde. Mais ce matin-là, devant la lumière pâle de Charleston, Nora comprit une chose terrible. Ce n'était pas seulement l'amour qui venait d'être trahi. C'était sa confiance, son argent, sa dignité, et toutes les années où elle avait cru construire un foyer, alors qu'Evan construisait une scène. Elle sourit, faiblement, sans répondre. Dans son silence, quelque chose venait de mourir. Mais quelque chose d'autre venait aussi de naître. Le dimanche soir, la maison de Margaret Whittaker brillait comme une vitrine de respectabilité. La demeure se trouvait dans un quartier ancien de Charleston, derrière une grille noire couverte de lierre. Les colonnes blanches de la véranda semblaient porter, à elles seules, tout le poids d'un nom de famille que personne n'avait le droit de salir. À l'intérieur, les lustres jetaient une lumière chaude sur l'argenterie, les portraits encadrés, les bouquets de magnolias et les sourires parfaitement entraînés. Noor arriva au bras d'Evan. Il portait le costume bleu marine. Lorsqu'elle le vit descendre l'escalier quelques heures plus tôt, ce même costume ajusté sur ses épaules, elle sentit son estomac se contracter. Le message de l'iPad revint dans son esprit avec une précision cruelle. « Wear the Navy Suit ». Ce vêtement n'était plus un cadeau d'épouse, il était devenu le costume d'un mensonge. Pourtant, Evan jouait son rôle avec une grâce presque insultante. Il posa une main dans le bas du dos de Nora, inclina la tête vers elle, lui murmura devant sa mère « Tu es magnifique ce soir ». Aux yeux des invités, ils étaient encore le jeune couple idéal. Lui, entrepreneur charmant, ambitieux, héritier d'un nom respecté. Elle, épouse élégante, intelligente, discrète, celle qui savait rester à sa place sans jamais paraître effacée. Margaret Whittaker les accueillit dans le grand salon avec son collier de perles et son sourire de reine fatiguée. « Mes enfants, dit-elle en embrassant Evan d'abord, puis Nora avec une froideur polie, tout le monde vous attendait. Tout le monde, les oncles, les cousines, 2 associés d'Evan, un pasteur ami de la famille et quelques voisins âgés qui parlaient encore des mariages comme de contrats sacrés, signés devant Dieu et défendus devant le monde. À table, Evan devint l'homme que Nora avait aimé autrefois. Il riait au bon moment, servait du vin à sa tante, racontait une anecdote amusante sur un mariage organisé à Hilton Head. Il posait parfois sa main sur celle de Nora, comme pour rappeler au public qu'elle lui appartenait avec douceur. « Je n'aurais jamais pu lancer mon entreprise sans elle », déclara-t-il soudain. Les regards se tournèrent vers Nora. Evan leva son verre. « Ma femme est le cœur silencieux de tout ce que je fais. » Les invités sourirent. Margaret hocha la tête avec satisfaction. Quelqu'un murmura que c'était beau, qu'il était rare de voir un homme si reconnaissant envers son épouse. Nora sentit ses doigts devenir froids autour de son verre. Le cœur silencieux, il avait raison sur un point. Elle avait été silencieuse. Silencieuse quand il rentrait tard. Silencieuse quand il disait que les finances étaient serrées. Silencieuse quand il lui demandait de reporter ses propres projets parce que leur avenir dépendait de son entreprise. Mais ce silence n'était pas de la paix, c'était une pièce fermée où sa dignité manquait d'air. Après le dîner, Nora se réfugia quelques instants dans le couloir menant à la bibliothèque. Les rires continuaient derrière elle, étouffés par les murs épais. Elle posa la main sur une commode ancienne, essayant de reprendre son souffle. Evan la suivit. Son visage changea dès qu'ils furent seuls. Le sourire tendre disparut. Sa mâchoire se durcit. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ce soir ?» demanda-t-il à voix basse. Nora le regarda. « Rien. Ne me mens pas. Tu es froide depuis ce matin. » Il fit un pas vers elle. L'odeur de son parfum, celui qu'elle avait toujours aimé, lui donna presque la nausée. « J'ai beaucoup de choses en tête. » Evan plissa les yeux. « Écoute-moi bien, Nora. Ma mère a invité des gens importants, des gens qui peuvent nous aider. Ne commence pas à faire ton air blessé devant tout le monde. » Son ton était calme.
mais chaque mot avait la netteté d'une menace. Mon air blessé, tu sais très bien ce que je veux dire. Tu as cette façon de punir les gens sans parler. C'est épuisant. Nora sentit la colère monter, mais elle resta immobile. Il venait de faire ce qu'il faisait toujours. Il prenait sa douleur, la retournait contre elle et lui demandait de s'excuser d'avoir été blessée. Avant qu'elle ne réponde, Margaret apparut au bout du couloir. Elle avait tout entendu, ou assez pour comprendre. « Evan, retourne auprès de ton oncle, » dit-elle doucement. « Je vais parler à Nora. » Evan hésita, puis s'éloigna, retrouvant son sourire avant même d'entrer dans le salon. Margaret s'approcha de Nora avec une lenteur majestueuse. « Ma chère, les mariages ne sont pas faits pour les femmes fragiles. » Nora resta silencieuse. Margaret posa une main sèche sur son bras. Les hommes ambitieux ont des périodes difficiles. Ils ont besoin d'admiration, d'espace, parfois même de pardon avant d'avoir demandé pardon. Le cœur de Nora battait fort. « Vous savez quelque chose ?» Margaret détourna légèrement les yeux. Ce mouvement infime fut une réponse. « Je sais que mon fils porte beaucoup de responsabilités. Je sais aussi qu'une épouse intelligente ne détruit pas une famille pour une humiliation passagère. » Une humiliation passagère. Nora eut envie de rire, mais aucun son ne sortit. Ainsi, sa souffrance avait déjà été classée, réduite, rangée dans une catégorie acceptable. Une erreur d'homme, une crise. Une faiblesse masculine que la femme devait absorber pour préserver la façade. Margaret continua. « Le monde regarde toujours la femme. Si le mariage échoue, on demandera ce que tu n'as pas su retenir. » Ces mots tombèrent en Nora comme des pierres. Dans le salon, Evan riait encore. Sa voix chaude traversait les murs. La famille le protégeait, la maison le protégeait, le nom Whittaker le protégeait. Et elle, qui la protégeait? Nora regarda les portraits accrochés au mur. Des générations de femmes en robes claires, souriantes, silencieuses. Combien avaient avalé leurs larmes pour que la table reste belle? Combien avaient confondu patience et effacement? Elle retira doucement son bras de la main de Margaret. « Je comprends, dit-elle. » Margaret parut soulagée, mais elle se trompait. Nora ne venait pas d'accepter la règle. Elle venait enfin de voir la prison. Nora quitta Charleston un jeudi à la fin de l'après-midi, sans dire à personne où elle allait. Le ciel avait cette couleur lourde des soirs du sud, entre le gris de l'orage et l'or malade du soleil qui descendait derrière les chênes couverts de mousse espagnole. Elle conduisait depuis presque 2 heures, les 2 mains serrées sur le volant, les yeux fixés sur l'autoroute. Savannah se trouvait à environ 110 miles, mais ce soir-là, la distance semblait plus longue qu'une vie entière. Dans le siège passager, son sac à main reposait ouvert. À l'intérieur, son téléphone vibrait parfois, mais elle ne le regardait pas. Evan lui avait envoyé un message plus tôt. « Dîner important ce soir, ne m'attends pas, je t'aime. Yet time. » Ces mots, autrefois simples, avaient maintenant le goût métallique du mensonge. Nora les avait lus dans l'entrée de leur maison, sous la photo de leur mariage. Sur cette image, Evan l'embrassait devant l'église, les yeux fermés, comme un homme qui promettait l'éternité. Elle se demanda combien de promesses meurent sans bruit avant que quelqu'un ose prononcer leur décès. La pluie commença lorsqu'elle arriva à Savannah. De fines gouttes tombèrent sur le pare-brise, brouillant les lumières de la ville. Les rues anciennes brillaient sous les lampadaires. Les façades élégantes, les balcons en fer forgé, les arbres noirs contre le ciel violet donnaient à la ville une beauté presque cruelle. Tout semblait fait pour les amoureux, tout semblait se moquer d'elle. Nora gara sa voiture de l'autre côté de la rue, face à la Méridienne. Le restaurant se tenait dans un bâtiment de briques claires, discret, raffiné, avec une plaque dorée près de la porte. À travers les grandes fenêtres, elle apercevait les nappes blanches, les verres étincelants, les bougies tremblantes, les silhouettes bien habillées qui parlaient à voix basse. C'était un monde de murmures, de menus coûteux, de sourires secrets. Elle regarda l'heure. By hat bon musao. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que la voiture entière tremblait avec lui. À 7h58, Evan apparut. Il sortit d'une voiture noire, passa une main dans ses cheveux, puis ajusta sa veste. Le costume bleu marine épousait parfaitement ses épaules. Nora sentit son souffle se bloquer. C'était bien celui qu'elle lui avait offert. Elle revit la boutique,
le vendeur souriant, Evan devant le miroir, elle derrière lui, heureuse de lui donner quelque chose de beau. Elle ne lui avait pas offert un vêtement, elle lui avait offert une arme pour mieux jouer son rôle. Evan consulta son téléphone, puis son visage changea. Il sourit. Pas le sourire poli qu'il donnait aux clients, pas le sourire tendre qu'il servait à sa mère. Un sourire jeune, impatient, presque lumineux. Nora ne l'avait pas vu ainsi depuis longtemps. Une femme arriva sous un parapluie noir, Lila Monroe. Nora la reconnut immédiatement. Elle l'avait vue sur les réseaux sociaux, dans des robes pastel, tenant des verres de champagne, parlant d'élégance, de destin, de femmes qui méritent tout. En vrai, Lila était plus petite qu'elle ne paraissait en photo. Mais elle avait cette assurance brillante des personnes habituées à être regardées. Evan fit 2 pas vers elle. Lila ferma son parapluie, puis elle l'embrassa. Pas un baiser hésitant, pas une erreur, pas une faiblesse, un baiser long, naturel, familier, le genre de geste qui disait qu'ils s'étaient déjà touchés 1000 fois, qu'ils avaient déjà inventé leur propre monde derrière le dos des autres. Nora resta immobile. La pluie glissait sur le pare-brise comme des larmes que son propre visage refusait de verser. Elle vit Evan rire doucement. Elle vit Lila poser la main sur sa poitrine. Puis elle vit ce geste minuscule, ce geste qui lui déchira quelque chose de plus profond que le baiser. Evan baissa les yeux vers sa main gauche. Il retira son alliance. Il la glissa dans la poche intérieure de sa veste. Nora porta une main à sa bouche, non pour pleurer, mais pour retenir un son qui aurait pu ressembler à un cri. À cet instant, la trahison cessa d'être une idée. Elle devint une image, un homme sous la pluie, devant un restaurant étoilé, rangeant son mariage dans une poche pour entrer librement dans son mensonge. Evan ouvrit la porte à Lila, elle entra en riant. Il la suivit. La porte se referma. Nora resta seule dans la voiture, avec le bruit régulier de la pluie et les phares des passants qui glissaient sur son visage. Pendant quelques minutes, elle ne bougea pas. Elle regarda à travers la vitre du restaurant. Evan et Lila furent conduits à une table près du fond. Il tira la chaise pour elle. Il se pencha vers elle. Il lui parla avec cette attention que Nora mendiait depuis des mois sans jamais oser l'avouer. Alors elle comprit quelque chose de terrible. Ce n'était pas seulement le corps d'Evan qui l'avait trahi, c'était son regard, son temps, sa joie, son argent, sa présence. Tout ce qu'il refusait à sa femme, il l'offrait ici, sous une lumière dorée, comme si le mensonge pouvait devenir respectable avec une nappe blanche et une bouteille chère. Nora prit son téléphone. Ses doigts tremblaient, mais elle ouvrit l'appareil photo. Elle captura l'entrée du restaurant, la silhouette d'Evan, le visage de Lila, la table, l'heure affichée sur l'écran de la voiture. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait de ces images, mais elle savait qu'elle ne laisserait plus personne lui dire qu'elle était folle. La femme qui était venue à Savannah voulait surprendre son mari. Celle qui repartait allait sauver sa dignité. Le lendemain de son voyage à Savannah, Nora ne cria pas. Elle ne lança pas de verre contre le mur. Elle ne réveilla pas Evan au milieu de la nuit pour lui jeter les photos au visage. Elle ne téléphona pas à Margaret, ni à une amie, ni à sa mère. Elle fit ce que les femmes blessées apprennent parfois à faire quand la douleur devient trop grande pour être gaspillée en bruit. Elle se tut, mais ce silence n'avait plus rien de soumis. À 6 heures du matin, alors qu'Evan dormait encore, Nora s'installa dans le petit bureau de la maison. La pièce donnait sur le jardin arrière, où les azalées commençaient à fleurir dans la lumière pâle. Sur le mur, une photo d'eux à Myrtle Beach semblait appartenir à une autre vie. Evan y souriait, les bras autour d'elle, et Nora se souvenait avoir cru ce jour-là que le bonheur pouvait être simple. Elle ouvrit son ordinateur. Un dossier vide apparut à l'écran. Elle le nomma simplement « Whittaker, Divorce Evidence ». Ses doigts restèrent immobiles quelques secondes sur le clavier. Le mot « divorce » avait une violence froide. Il ressemblait moins à une décision qu'à une porte que l'on ouvrait sur une tempête. Pourtant, derrière cette porte, il y avait peu, être l'air. Nora commença par les relevés bancaires. Elle téléchargea les 3 derniers mois, puis les 6 derniers. Les dépenses à la méridienne apparaissaient avec une régularité presque obscène. Chaque jeudi, Evan avait menti. Chaque jeudi, il avait pris leur argent commun et l'avait transformé en vin,
en fleurs, en dessert partagé avec une autre femme. Elle créa un tableau. Date, montant, lieu, excuse donnée par Evan, 486 $, 72. Dîner avec investisseur, 512 $, en 40. Rencontre avec client de Hilton Head, 479 $, 18. Présentation privée pour un contrat de mariage. Elle ajouta les captures d'écran des messages, puis les photos prises depuis sa voiture, la porte du restaurant, le baiser, le costume bleu marine, l'alliance retirée. Ce geste surtout, elle agrandit l'image et sentit une nausée la traverser. Ils n'avaient pas seulement trahi leur mariage, ils l'avaient caché comme un objet gênant. Vers 8 heures, Evan entra dans le bureau avec une tasse de café à la main. « Tu travailles déjà ?» Nora réduisit la fenêtre avec calme. « Oui. » Les comptes de l'association. Il s'approcha, posa une main sur son épaule. Autrefois, ce contact l'aurait rassurée. Ce matin-là, elle dut se forcer à ne pas se dégager. « Je vais rentrer tard ce soir. Réunion avec un couple pour un gros mariage. » Elle tourna légèrement la tête vers lui. « Encore ?» Son regard se durcit à peine, juste assez pour qu'elle voie l'homme derrière le masque. « Nora, s'il te plaît, ne commence pas. Tu sais que la société a besoin de ses contrats. » Il embrassa le haut de sa tête et partit. Quand la porte d'entrée se referma, Nora rouvrit le dossier. Elle passa ensuite au courriel. Evan avait laissé son compte professionnel connecté sur l'ancien ordinateur familial. Nora ne chercha pas à pirater quoi que ce soit. Elle se limita à ce qui était accessible sur leurs appareils communs et à ce qui concernait leur argent. Elle avait toujours été prudente. La colère n'était pas une excuse pour devenir imprudente. Elle trouva alors les contrats. Lila Monroe n'était pas seulement une maîtresse. Elle était payée comme consultante créative par la société d'Evan. Plusieurs factures portaient des descriptions vagues. Stratégie d'image, contenu visuel, développement de marque. Les montants étaient élevés, trop élevés. Nora additionna. 101 million. Elle fixa le chiffre longtemps. 38 000 $. Pendant qu'Evan lui disait de repousser ses soins dentaires, pendant qu'il refusait qu'elle aide sa cousine malade, pendant qu'il répétait qu'il devait se serrer la ceinture jusqu'à ce que l'entreprise se stabilise. Ce n'était plus seulement de l'adultère, c'était une architecture de mensonges construite avec son travail, sa confiance et son sacrifice. À midi, Nora appela une avocate spécialisée dans les divorces financiers. Sa voix trembla seulement au début. « Je crois que mon mari utilise nos fonds communs pour financer une relation extra-conjugale et possiblement des contrats frauduleux. » L'avocate ne sembla ni choquée ni pressée. Elle posa des questions précises. Compte commun, entreprise, maison, dette, contrat, preuves. Puis elle dit « Madame Whitaker, ne le confrontez pas encore. Protégez vos documents, ouvrez un compte séparé, changez vos mots de passe personnels et ne signez rien. » Nora ferma les yeux. « Ne signet rien ». Ces 3 mots résonnèrent en elle comme une cloche. Depuis des années, Evan lui faisait signer des papiers en disant « Fais-moi confiance ». Cette phrase, qui aurait dû être le langage de l'amour, était devenue l'outil de sa domination. L'après-midi, Nora se rendit à la banque. Elle portait une robe simple et des lunettes de soleil, comme une femme ordinaire faisant une course ordinaire. Mais à l'intérieur, elle avançait sur un champ de bataille invisible. Elle ouvrit un compte personnel, elle demanda les procédures pour protéger sa part d'épargne, elle prit rendez-vous avec un conseiller financier. En sortant, le soleil de Charleston était haut, blanc, presque brutal. Nora resta un moment sur le trottoir. Les voitures passaient. Des touristes riaient au coin de la rue. Le monde continuait, indifférent à son effondrement. Mais elle ne se sentait plus seulement trahie. Elle se sentait lucide. Le soir, Evan rentra avec des fleurs, des roses blanches. « Pour toi, dit-il, je sais que j'ai été absent. » Nora les prit. Elle regarda les pétales parfaits, leur beauté froide, leur parfum doux qui essayait de couvrir quelque chose de pourri. « Merci, » répondit-elle. Evan sourit, rassuré par son calme. Il ne comprit pas que ce calme n'était pas le pardon. C'était le début de sa chute.
Le vendredi matin, Lila Monroe publia une vidéo qui fit comprendre à Nora que l'humiliation ne resterait pas cachée dans les coins sombres d'un restaurant. La vidéo durait moins de 30 secondes. Pourtant, Nora la regarda comme on regarde une maison brûlée au ralenti. On y voyait une chambre d'hôtel face à l'océan, quelque part sur la côte de Géorgie. Les rideaux blancs bougeaient sous le vent. Une coupe de champagne brillait sur une table basse. Sur le lit, une robe de soie couleur ivoire était posée avec une négligence étudiée. Lila apparaissait ensuite devant le miroir, les cheveux lâchés, les lèvres peintes d'un rouge discret. Sa voix était douce, presque rêveuse. Parfois, la vie vous envoie un homme qui vous voit enfin, pas celui qui vous possède, celui qui vous choisit. Nora sentit ses mains devenir froides. La vidéo ne montrait pas Evan. Elle n'avait pas besoin de le montrer. Dans le reflet du miroir, on apercevait seulement une manche bleu marine, une montre en acier, une main masculine qui posait un collier sur la nuque de Lila. C'était assez. Nora connaissait cette montre. Elle l'avait offerte à Evan le jour où il avait signé son premier gros contrat. Sous la vidéo, les commentaires défilaient. « Tu mérites ce bonheur. Enfin un homme à ta hauteur. » Cette énergie de femme aimée. Nora posa le téléphone sur la table, comme si l'objet lui avait brûlé les doigts. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Les roses blanches qu'Evan lui avait apportées la veille commençaient déjà à se courber dans leur vase. Leur beauté avait quelque chose de malade. Elle semblait dire que certains cadeaux ne sont pas des gestes d'amour, mais des pansements posés sur des blessures que l'on continue d'ouvrir. Quand Evan rentra ce soir-là, il avait ce visage fatigué qu'il utilisait pour désarmer les reproches. Il posa ses clés près de l'entrée, soupira longuement, puis vint dans la cuisine où Nora préparait du thé. « Tu as vu quelque chose sur ton téléphone aujourd'hui » demanda-t-elle. Il se figea une fraction de seconde, presque rien. Mais Nora avait appris à lire les minuscules accidents de son visage. Quoi donc ? La vidéo de Lila Monroe. Evan eut un petit rire, trop léger pour être sincère. « Tu surveilles maintenant les influenceuses ? Elle portait un collier. Une main d'homme le lui mettait au cou. »« Et tu penses que c'était moi ?» Nora ne répondit pas. Il s'approcha, posa les deux mains sur le dossier d'une chaise. Son ton changea. Il devint plus bas, plus intime, comme s'il allait lui confier une vérité douloureuse. « Nora, je vais être honnête. Tu es en train de t'enfermer dans des idées noires. Tu vois des signes partout. C'est inquiétant. » Elle le regarda. « Voilà donc l'autre violence, pas celle qui claque les portes, celle qui déplace les murs autour de vous jusqu'à ce que vous ne sachiez plus où est la sortie. » « Je ne suis pas inquiète, dit-elle. Je suis attentive. » Le visage d'Evan se durcit. « Tu sais ce qui me fatigue ? C'est cette manière que tu as de transformer chaque chose en accusation. Je travaille, je construis quelque chose pour nous. Et toi, tu cherches des preuves imaginaires comme si j'étais ton ennemi. » Nora sentit la vieille tentation monter, s'excuser, calmer la pièce, préserver la paix. Pendant des années, elle avait confondu paix et silence. Elle avait cru qu'un foyer était un endroit où l'on évitait les conflits. Elle comprenait maintenant qu'un foyer peut aussi devenir un tribunal où la victime doit constamment prouver qu'elle souffre vraiment. Evan sortit une enveloppe de sa veste et la posa sur la table. « J'ai besoin que tu signes ça demain. » Nora baissa les yeux. Un dossier de prêt commercial. C'est quoi ? Une ligne de crédit temporaire. Rien d'énorme. 50 000 $. La société a besoin d'air. Garantie personnelle ? Il détourna les yeux. C'est juste une formalité. Nora sentit une colère froide monter dans sa poitrine. 50 000 $, après les 38 000 déjà versés à Lila, après les dîners, après les hôtels, après les mensonges. Je ne signerai pas. Evan resta silencieux. Puis il sourit, mais ce sourire n'avait plus rien d'humain. Tu vois, c'est exactement ça. Tu dis vouloir être ma femme, mais dès que j'ai besoin de toi, tu me laisses seule. Ne fais pas ça. Faire quoi ? Dire la vérité. Tu es devenue distante, froide, méfiante. Tu crois peu, être qu'un homme peut vivre éternellement à côté d'une femme qui ne lui donne plus rien. Ces mots la frappèrent, mais ils ne la firent pas plier.
Elle pensa à Lila dans sa chambre d'hôtel, à sa voix sucrée parlant d'être choisie. Elle pensa à Margaret disant qu'une épouse intelligente devait préserver la famille. Elle pensa à sa mère, autrefois avalant ses larmes dans une cuisine semblable. Puis Nora regarda son alliance. La lumière du plafonnier y dessinait un cercle pâle. Elle comprit que certains anneaux ne représentent plus l'amour. Ils deviennent des chaînes dorées que tout le monde admire parce qu'ils ne sentent pas le poids sur la peau. « Je ne signerai rien », répéta-t-elle. Evan la fixa longtemps. Pour la première fois, il comprit peu être que la femme devant lui n'était plus celle qu'il savait manœuvrer. Alors il prit l'enveloppe, recula d'un pas et dit d'une voix glaciale « Tu vas regretter de ne pas m'avoir soutenue. » Nora ne répondit pas. Dans le vase, une rose blanche perdit un pétale. Il tomba sur la table sans bruit, comme la première preuve visible qu'une beauté mensongère finit toujours par se décomposer. La fête pour leur 5e anniversaire de mariage eut lieu un samedi soir, dans la grande salle de réception du Whitaker House, un ancien bâtiment de Charleston que Margaret prêtait parfois aux œuvres de charité locales. Tout avait été préparé avec une perfection presque théâtrale. Des nappes ivoires tombaient jusqu'au sol. Des bougies hautes tremblaient dans des chandeliers d'argent. Un quatuor à cordes jouait près des fenêtres ouvertes, laissant entrer l'air tiède du sud et l'odeur des magnolias. Sur chaque table, des photos d'Evan et Nora avaient été disposées dans de petits cadres dorés. Leur mariage à l'église, leur voyage à Asheville, leur première maison, leur bonheur exposé comme une preuve officielle. Nora regardait ces images avec une étrange distance. Elle se reconnaissait à peine. La jeune femme qui souriait sur les photos croyait encore que l'amour suffisait quand il était patient, loyal, généreux. Elle ignorait qu'une femme peut donner son cœur, son temps, son argent, son silence et recevoir en échange une mise en scène. Margaret circulait parmi les invités avec son sourire impeccable. « Ce soir, nous célébrons la fidélité, disait-elle, la famille, la persévérance. » Chaque mot semblait choisi pour enfoncer Nora un peu plus profondément dans son rôle. Evan, lui, était resplendissant. Costume sombre, chemise blanche, regard brillant. Il saluait les donateurs, serrait les mains, embrassait les vieilles tantes, riait avec les associés. Personne n'aurait pu deviner que cet homme charmant avait utilisé l'argent de son mariage pour acheter du champagne à une autre femme. Lorsqu'il passa près de Nora, il posa doucement sa main sur sa taille. « Essaie de sourire, murmura-t-il sans bouger les lèvres. Il y a des gens importants ce soir. » Nora leva les yeux vers lui. « Je souris, pas comme si tu étais à un enterrement. » Elle sentit son estomac se nouer. Même ce soir, même au milieu de leurs mensonges, il exigeait qu'elle serve le décor. Un peu plus tard, Margaret monta sur la petite estrade au fond de la salle. Elle tapota son verre avec une cuillère. Le quatuor s'arrêta. Les conversations diminuèrent. « Mes amis, commença-t-elle, il est rare dans notre époque agitée de voir un jeune couple comprendre encore la valeur de l'engagement. » Les invités se tournèrent vers Nora et Evan. Certains souriaient avec attendrissement. D'autres levaient déjà leurs verres. « Nora a été une épouse exemplaire, » poursuivit Margaret, « discrète, élégante, présente, et Evan, mon fils, a travaillé sans relâche pour bâtir un avenir solide. » Nora sentit la chaleur monter dans sa gorge. Une épouse exemplaire, discrète, présente. Voilà donc ce qu'on admirait chez elle. Non pas sa vérité, non pas son intelligence, non pas sa douleur, mais sa capacité à ne pas déranger la table. Evan monta à son tour sur l'estrade. Il prit le micro, chercha Nora du regard et lui offrit un sourire que toute la salle trouva tendre. « Je ne serais rien sans ma femme, dit-il. » Un murmure ému parcourut l'assemblée. Nora a cru en moi quand personne d'autre n'y croyait. Elle a porté mes rêves comme s'ils étaient les siens. Elle est la femme derrière chaque réussite que vous voyez ce soir. Les applaudissements éclatèrent. Nora resta debout au milieu de la salle, immobile, les mains jointes devant elle. Les mots d'Evan tombaient sur elle comme des pétales empoisonnés. Tout était vrai et tout était faux. Oui, elle l'avait soutenu. Oui, elle avait porté ses rêves. Mais il avait transformé son dévouement en ressources, son amour en couverture, sa loyauté en monnaie. Puis les portes s'ouvrirent. Lila Monroe entra. Elle portait une robe vert émeraude, lumineuse, parfaitement coupée. Autour de son cou brillait le collier que Nora avait aperçu dans la vidéo. Elle avançait avec cette assurance douce des femmes qui savent qu'elles provoquent le silence.
Plusieurs invités se retournèrent. Evan se figea une seconde, puis retrouva son sourire. Margaret alla vers elle, un peu trop vite. « Lila, ma chère, nous sommes ravis que vous soyez venue. » Nora comprit alors que ce n'était pas un accident. Margaret savait, peu, être pas tout, mais assez. Assez pour accueillir la maîtresse de son fils dans une fête célébrant son mariage. Lila s'approcha d'Evan sous les yeux de Nora. « Félicitations, dit-elle avec un sourire léger. 5 ans, c'est impressionnant. » Sa voix avait la douceur du miel et la précision d'une aiguille. Evan présenta Lila à quelques invités comme sa partenaire en stratégie créative. Certains hochèrent la tête, admiratifs. Une femme âgée complimenta sa robe. Un photographe prit un cliché du groupe. Nora se retrouva dans le même cadre qu'eux, épouse officielle à gauche, maîtresse élégante à droite, mari menteur au centre. À cet instant, l'humiliation devint publique, même si personne ne connaissait encore son nom. Nora sentit des dizaines de regards glisser sur elle. Avait-elle l'air assez calme, assez digne, assez aveugle ? Elle comprit que les salons respectables ne protègent pas toujours la morale. Parfois, ils protègent seulement les apparences. Evan vint vers elle. « Ne fais pas de scène, souffla-t-il. » Cette phrase fut la dernière pierre posée sur l'ancien amour. Nora regarda Lila rire près du buffet, Margaret détournait les yeux, Evan ajustait sa manche comme si tout cela était normal. La musique reprit doucement, élégante, presque cruelle. Alors Nora sourit, pas pour leur obéir, pour leur laisser croire encore un instant qu'ils avaient gagné. Mais dans son silence, elle venait de choisir qui elle serait désormais. Plus une épouse décorative, plus une femme que l'on utilise pour blanchir une réputation, plus une gardienne de mensonges familiaux. Ce soir-là, sous les lustres et les applaudissements, Nora ne révéla rien. Elle regarda seulement. Et chaque visage qu'elle vit devint une pièce de plus dans le dossier de la vérité. Le lendemain de la fête, Nora se réveilla avec une étrange clarté dans l'esprit. La maison était silencieuse. Evan dormait encore, étendu de son côté du lit, tourné vers le mur. La veille, il était rentré tard, satisfait de lui-même, presque léger. Il avait cru que Nora avait obéi. Il avait vu son sourire, son calme, son absence de scandale, et il avait confondu sa retenue avec une défaite. Mais Nora savait désormais que toutes les colères ne font pas de bruit. Certaines s'aiguisent dans le silence. Elle se leva sans le réveiller. Dans la salle de bain, elle observa son reflet sous la lumière blanche du matin. Ses yeux semblaient plus vieux que 29 ans. Il y avait dans son visage la fatigue des femmes qui ont trop longtemps porté la paix à 2 mains pendant que d'autres allumaient des incendies autour d'elle. Elle passa de l'eau froide sur ses poignets, respira profondément, puis retourna dans le bureau. Le dossier était là. Whittaker Divorce Evidence. Relevé bancaire, contrat de Lila, photos de Savannah, copie des messages, notes sur les mensonges d'Evan, liste des témoins de la soirée, nom des invités, présence de Margaret, présentation officielle de Lila comme partenaire créative. Tout était rangé avec une précision calme, presque douloureuse. Nora ouvrit le dernier document, celui qu'elle n'avait pas encore écrit. Elle le nomma « plan de sortie ». Pendant longtemps, elle avait cru qu'une bonne épouse devait tout tenter avant de partir. Pardonner, comprendre, attendre, prier, se montrer patiente, mais personne ne lui avait appris qu'il existe une différence entre sauver un mariage et se laisser couler avec lui. À 9h, elle appela son avocate. « J'ai assez de preuves, dit Nora. »« Pour une demande de divorce solide, oui, répondit l'avocate. Mais je veux vous rappeler une chose. Ne publiez rien, ne menacez personne, ne vous vengez pas sur les réseaux sociaux. Votre force, ce sera votre discipline. » Nora ferma les yeux. « Je ne veux pas devenir comme eux. » Alors, ne jouez pas leur jeu. Ces mots l'accompagnèrent toute la matinée. À midi, Nora prit la route vers Savannah. Cette fois, elle ne venait pas espionner Evan. Elle venait chercher une pièce manquante, non pour nourrir sa colère, mais pour verrouiller la vérité. La Méridienne était différente à la lumière du jour, moins mystérieuse, moins théâtrale. Les fenêtres reflétaient le ciel clair. Des livreurs entraient par une porte latérale. Une odeur de pain chaud et de beurre montait de la cuisine. Nora demanda à voir Samuel Brooks. Il apparut quelques minutes plus tard. 62 ans, cheveux argentés,
Veste de chef impeccable, regard calme. Nora l'avait connu enfant lorsque son père l'emmenait parfois dîner dans de petits restaurants où Samuel travaillait avant d'avoir son propre établissement. Il avait gardé cette gravité douce des hommes qui ont vu beaucoup de choses sans devenir cruels. « Nora Whittaker, dit-il avec surprise. Je ne t'avais pas vue depuis des années. » Elle tenta de sourire. « J'aurais aimé revenir dans de meilleures circonstances. » Samuel la conduisit dans son bureau, une petite pièce sobre derrière la cuisine. Sur les murs, il n'y avait pas de trophées, seulement des photos d'équipes, de producteurs locaux, de jeunes cuisiniers formés sous sa direction. Nora lui expliqua tout. Elle ne s'effondra pas. Elle parla lentement, avec les faits, les dates, les montants. Samuel écouta sans l'interrompre. Plus elle avançait, plus son visage s'assombrissait. « Je me souviens d'eux, dit-il enfin. Ton mari réservait toujours la même table. Il disait parfois que la femme qui l'accompagnait était sa future épouse. » Nora sentit la phrase lui traverser la poitrine. Future épouse. Il ne s'était pas contenté de cacher son mariage. Il l'avait remplacé dans son récit avant même de le quitter. « Vous en êtes certain ?» Samuel hocha la tête. « Je ne peux pas te donner d'enregistrement privé, mais je peux confirmer par écrit les réservations faites à son nom, les dates et le comportement public. Rien de plus que ce que la loi permet. C'est tout ce dont j'ai besoin. » Il la regarda longuement. « Et après, qu'est-ce que tu veux faire ?» Nora baissa les yeux vers ses mains. « Une partie de moi veut les humilier, leur faire ressentir ce qu'ils m'ont fait ressentir. C'est humain. Mais j'ai peur que cette colère me vole ce qu'il me reste. » Samuel s'adossa lentement à sa chaise. La justice et la vengeance portent parfois le même manteau, mais elles ne marchent pas dans la même direction. La vengeance veut que l'autre souffre. La justice veut que la vérité retrouve sa place. Dans la cuisine voisine, on entendait le bruit régulier d'un couteau sur une planche, le souffle des fours, les voix basses des cuisiniers. La vie continuait, ordonnée, exigeante, réelle. Samuel reprit. Tu n'as pas besoin de devenir dure pour être forte. Tu n'as pas besoin de devenir cruelle pour ne plus être victime. Mais tu dois arrêter de protéger ceux qui t'ont blessée. Nora sentit ses yeux se remplir de larmes, pas les larmes de la nuit de Savannah. Celles-ci étaient différentes. Elles ne venaient pas seulement de la douleur. Elles venaient du soulagement d'être enfin crue. Elle comprit alors son choix. Elle n'exposerait pas de photos intimes. Elle ne salirait pas par plaisir. Elle ne m'en dirait pas d'explications. Elle suivrait la loi, les preuves, les chiffres, les témoignages. Elle rendrait visible ce qu'Evan avait tenté d'enterrer. En quittant la Méridienne, Samuel lui remit une enveloppe. « Pour ton avocate. » Nora la prit avec gratitude. Dehors, le soleil brillait sur les pavés humides. Elle respira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se demanda pas comment sauver son mariage. Elle se demanda comment se sauver elle-même. Le gala annuel de la Société d'Evan eut lieu 3 semaines plus tard, dans une salle moderne donnant sur le port de Charleston. La nuit était claire. Derrière les hautes fenêtres, les lumières des bateaux tremblaient sur l'eau noire comme des promesses incertaines. À l'intérieur, tout brillait. Les verres de champagne, les robes de soirée, les sourires des donateurs, les écrans géants où défilaient les images de mariage parfaits organisés par Whittaker Evans. Evan avait voulu que cette soirée soit le couronnement de son ascension. Nora savait qu'elle serait le commencement de sa chute. Elle arriva seule, vêtue d'une robe bleu nuit, simple, sans bijoux voyants. Elle n'avait pas cherché à impressionner, elle voulait être droite. Cela suffisait. Dans son sac, il n'y avait pas de parfum, pas de poudre, pas de mouchoir brodé. Il y avait une clé USB, une copie de documents financiers, une lettre de son avocate et une paix froide qu'elle avait gagnée au prix de nombreuses nuits sans sommeil. Evan la vit entrer. Pendant une seconde, son sourire vacilla. Puis, il s'approcha d'elle avec cette aisance d'homme habitué à transformer les pièces en scène. « Tu es venu, dit-il. Tu m'as invité. Je pensais que tu refuserais. Je voulais entendre ton discours. » Il chercha dans ses yeux une faiblesse, une demande, une trace de l'ancienne Nora. Il ne trouva qu'un calme qui le rendit nerveux. Margaret apparut derrière lui, drapée dans une robe gris perle. Elle prit Nora par les épaules avec un geste presque maternel.
Ce soir, nous avons besoin d'unité, murmura-t-elle. Peu importe ce qui se passe dans un mariage, il faut savoir protéger la famille. Nora la regarda doucement. Non, Margaret, ce soir, je vais protéger la vérité. La vieille femme pâlit, mais la musique couvrit son silence. Un peu plus tard, les invités prirent place. Des entrepreneurs locaux, des couples fortunés, des fournisseurs, des journalistes de magazines régionaux, des représentants d'associations caritatives. Lila Monroe était assise au premier rang, jambes croisées, sourire lumineux, robe blanche élégante. Elle avait l'air d'une femme qui attendait son couronnement. Evan monta sur scène sous les applaudissements. Il parla de rêves, de famille, d'engagement, de beauté. Il parla des mariages comme de promesses sacrées, de la confiance comme du fondement de toute relation. Chaque phrase était si bien choisie que Nora en eut presque froid. Il savait nommer les valeurs qu'il avait trahies. Peut-être était-ce cela la pire forme de mensonge, utiliser les mots de la morale pour cacher l'absence de morale. Puis Evan sourit vers Lila. Ce soir, je suis fière d'annoncer une nouvelle étape pour Whittaker Evans. Une femme talentueuse, moderne, visionnaire, rejoint officiellement notre direction créative. Lila baissa les yeux avec une fausse modestie. Nora se leva. Le mouvement fut simple, mais il changea l'air de la salle. Quelques têtes se tournèrent. Evan la vit approcher de l'estrade. Son visage resta souriant, mais ses yeux se durcirent. « Nora, dit-il dans le micro avec un rire léger, ma femme souhaite peu être dire quelques mots. Oui, répondit-elle. Elle monta sur scène. Le silence se fit peu à peu. Nora prit le micro. Ses mains ne tremblaient pas. Bonsoir. Je ne vais pas être longue. Elle regarda la salle, puis Evan, puis Lila. Pendant des années, j'ai cru qu'aimer quelqu'un signifiait le soutenir en silence. J'ai cru qu'une épouse devait protéger l'image de son mari, même quand cette image commençait à écraser sa propre dignité. Ce soir, je veux corriger cette erreur. Un murmure parcourut les tables. Evan s'approcha. Nora, pas maintenant. Elle les continua. Whittaker Evans a utilisé des fonds conjugaux et des ressources professionnelles pour financer une relation extra-conjugale présentée comme un partenariat créatif. Des contrats ont été établis au nom de Lila Monroe pour des prestations vagues, payées avec de l'argent lié à notre foyer et à l'entreprise. Lila devint blanche. Evan tenta de rire. Elle traverse une période difficile. Je vous demande de l'excuser. Nora ouvrit le dossier posé sur le pupitre. Les documents ont été transmis à mon avocate, à un conseiller financier indépendant et aux principaux investisseurs concernés. Je ne partagerai aucune photo intime. Je ne suis pas ici pour humilier. Je suis ici parce que des donateurs, des clients et des partenaires ont le droit de savoir si leur confiance a été utilisée honnêtement. Cette phrase coupa la salle en deux. Certains invités baissèrent les yeux. D'autres regardèrent Evan avec une attention nouvelle. Un homme au premier rang, représentant d'un grand lieu de réception, se leva. « Madame Whittaker, ces documents existent réellement ?»« Oui. » « Et ils sont disponibles pour examen légal. » Evan perdit enfin son masque. « Tu veux me détruire ? Après tout ce que j'ai construit ?» Nora se tourna vers lui. « Non, Evan, tu as construit cela sur des mensonges. Je retire seulement mon silence des fondations. » Margaret porta une main à sa bouche. Lila recula comme si la lumière des lustres était soudain devenue trop forte. Evan regarda la salle, cherchant un allié, mais les sourires avaient disparu. Les mêmes gens qui l'applaudissaient quelques minutes plus tôt calculaient maintenant les risques, les contrats, l'argent, leur propre réputation. Nora posa le micro. Elle descendit de scène lentement. Personne ne l'arrêta. Dans le hall, elle entendit derrière elle le premier éclat de dispute, la voix d'Evan, celle d'un investisseur, puis le bruit sec d'une coupe posée trop fort sur une table. Dehors, l'air du port était frais. Nora inspira profondément. La vérité n'avait pas crié, elle avait simplement pris la parole. Dans les jours qui suivirent le gala, la chute d'Evan Whittaker ne fit pas de bruit au début. Elle commença par des silences, des appels qui n'étaient plus retournés, des courriels restés sans réponse, des rendez-vous annulés avec des formules polies, des contrats autrefois promis qui semblaient soudain devoir être réévalués. Dans le monde respectable où Evan avait bâti son image,
Personne ne claquait les portes, on les refermait doucement avec un sourire, puis on ne les rouvrait plus jamais. Le lundi matin, il entra dans les bureaux de Whittaker Evans, avec son costume impeccable et son visage défait. Les employés levèrent les yeux vers lui, puis les baissèrent aussitôt. La nouvelle avait circulé, pas comme un scandale vulgaire, mais comme une vérité dangereuse. L'argent, les contrats flous, Lila Monroe, les fonds conjugaux, le discours interrompu de Nora. Tout était là, murmurant dans les couloirs avant même qu'il parle. À 10 heures, 2 investisseurs demandèrent une réunion urgente. À midi, un grand domaine de mariage en Caroline du Sud suspendit son partenariat. À 3 heures, le comptable de la société demanda officiellement l'accès à tous les paiements effectués au nom de Lila. Evan essaya d'abord de reprendre le contrôle. Il parla de malentendus, de crises conjugales, de documents sortis de leur contexte. Il répéta que Nora était blessée, instable, influencée par son avocate. Mais plus il parlait, plus son charme semblait vieux, usé, presque indécent. Les gens n'entendaient plus le jeune entrepreneur brillant. Ils entendaient un homme qui avait trop longtemps utilisé le langage de la confiance pour maquiller sa propre avidité. Lila, elle, tomba plus vite encore. Le matin suivant, 2 marques de robes de mariée retirèrent ses publications sponsorisées. Une agence annula sa participation à un salon du mariage à Atlanta. Une photographe connue, qu'il avait souvent défendue, écrivit un message bref « Je ne peux pas associer mon travail à une image construite sur la tromperie ». Lila supprima d'abord les commentaires. Puis elle désactiva son compte pendant 24 heures. Quand elle revint, son ton avait changé. Elle parla de harcèlement, de femmes qui jugent d'autres femmes, de vérité privée. Mais le public, qu'il avait autrefois applaudi pour sa grâce, sentit le calcul derrière les larmes. Ce n'était pas seulement qu'elle avait aimé un homme marié, c'était qu'elle avait voulu remplacer une épouse tout en portant le masque de l'élégance. Dans l'appartement qu'elle louait en ville, Lila appela Evan. « Tu m'avais dit que tout était presque fini avec elle. » Evan, assis seul dans sa voiture devant les bureaux, serra le téléphone. « Ça l'était. Non, tu m'as menti aussi. » Il ne répondit pas. Pour la première fois, Lila comprit qu'elle n'avait pas été l'exception à ses mensonges. Elle avait seulement été une autre scène dans le théâtre d'Evan Whittaker. Cette vérité lui fit plus mal que la perte des contrats. Pendant ce temps, Margaret Whittaker se rendit chez Nora. Elle arriva en fin d'après-midi, vêtue de noir, les cheveux parfaitement coiffés, le visage pâle sous son maquillage. Nora la reçut sur le porche. Elle ne la fit pas entrer. Ce détail, simple et ferme, sembla troubler Margaret plus qu'une insulte. « Tu dois arrêter cela », dit-elle. Nora resta debout, les bras le long du corps. « Je n'ai rien commencé, j'ai seulement cessé de cacher ce qui existait déjà. » Margaret inspira avec difficulté. « Evan va perdre son entreprise. Notre nom est traîné dans la boue. Les gens parlent. Les gens parlent parce qu'ils ont appris la vérité. Une famille ne survit pas à ce genre d'exposition. » Nora regarda la femme qui, quelques semaines plus tôt, lui avait demandé d'avaler son humiliation pour sauver une façade. Dans les yeux de Margaret, il y avait de la peur, mais pas encore de remords. Elle ne pleurait pas sur le mal fait. Elle pleurait sur l'image brisée. Margaret, la dignité d'une famille ne meurt pas quand la vérité apparaît. Elle meurt quand tout le monde sait et demande à la victime de sourire. La vieille femme détourna le regard. « Je voulais protéger mon fils. Vous l'avez protégé de la honte, pas de sa faute. Voilà pourquoi il en est arrivé là. » Ces mots frappèrent Margaret plus durement que Nora ne l'avait prévu. Pendant une seconde, son visage perdit toute rigidité. Elle parut simplement vieille, fatiguée, vaincue par une histoire qu'elle avait aidé à écrire. « Tu ne reviendras jamais, n'est-ce pas ?»« Non. » Margaret hocha lentement la tête, puis repartit sans l'embrasser. Quelques semaines plus tard, Evan dut vendre sa voiture et quitter la maison. La procédure de divorce avançait avec une froideur méthodique. Les documents parlaient à la place des cris. Les montants étaient vérifiés. Les transferts expliqués. Les contrats examinés. Evan, qui avait toujours su séduire une salle, se retrouva impuissant devant les chiffres. Il loua un petit appartement près d'une route bruyante, loin des chênes anciens et des salons lumineux. Le soir, il mangeait debout dans une cuisine étroite, regardant parfois son alliance posée sur le comptoir. Il avait voulu 2 vies. Il découvrait maintenant le vide laissé par les 2.
Lila quitta Charleston peu après, sans annonce élégante, sans vidéo travaillée. Seulement quelques cartons, une voiture pleine et le visage fermé d'une femme qui avait confondu être choisie avec être respectée. Nora, elle, ne célébra pas leur chute. Elle n'ouvrit pas de champagne, elle ne publia rien, elle ne chercha pas à savoir chaque détail de leur humiliation. Un soir, assise seule dans son salon presque vide, elle écouta le vent passer dans les arbres. La maison semblait plus grande sans les mensonges d'Evan, plus froide aussi. Mais cette froideur était honnête. Et parfois, après des années passées dans une chaleur fausse, l'honnêteté ressemble d'abord à l'hiver. Puis, lentement, elle devient une paix. 1 an plus tard, Nora vivait dans une petite maison près de la côte, au sud de Charleston. La maison n'était pas grande. 2 chambres, une cuisine claire, un porche tourné vers l'océan et un vieux plancher qui craquait le matin. Mais chaque craquement lui appartenait. Chaque fenêtre ouverte, chaque tasse posée près de l'évier, chaque livre sur la table basse avait le goût simple de la liberté. Au début, le silence lui avait fait peur. Après le départ des vents, elle s'attendait à ressentir une victoire éclatante. Elle avait imaginé que la vérité lui rendrait immédiatement la joie, que la justice effacerait les nuits blanches, les humiliations, les mensonges répétés devant les invités et les sourires forcés devant Margaret. Mais la guérison ne ressemblait pas à une fête. Elle ressemblait plutôt à une marée lente. Elle retirait un peu de douleur chaque jour, puis revenait parfois déposer sur le rivage un souvenir qu'elle croyait disparu. Le divorce avait été prononcé au printemps. Evan avait dû signer un accord difficile. Les preuves financières étaient trop claires. Les paiements à Lila, les contrats vagues, les dépenses personnelles maquillées en frais professionnels, tout avait été examiné. Il avait perdu le contrôle de Whittaker Evans, obligé de céder ses parts principales à un groupe d'investisseurs qui ne voulait plus de son nom en façade. Il avait aussi dû rembourser une partie des fonds utilisés à mauvais escient. Nora ne l'avait pas regardé avec haine au tribunal. Elle l'avait regardé comme on regarde un homme qui avait cassé lui-même la chaise sur laquelle il voulait encore s'asseoir. Evan n'était pas devenu un monstre aux yeux du monde. C'était pire pour lui. Il était redevenu ordinaire. Un homme sans masque, sans admiration facile, sans épouse pour tenir debout les murs de son mensonge. Lila avait disparu des réseaux pendant plusieurs mois. Quand elle était revenue, son public avait changé. Les grandes marques ne l'appelaient plus. Les salons de mariage ne l'invitaient plus. Ses vidéos étaient plus petites, plus prudentes, presque ternes. Elle parlait désormais de reconstruction personnelle, mais ses yeux disaient ce que ses mots évitaient. Elle avait appris que voler une place ne signifie pas appartenir à cette place. Margaret n'avait plus jamais demandé à Nora de revenir. Elle lui avait envoyé une lettre courte, écrite à la main, pas vraiment des excuses, plutôt une confession maladroite. Elle disait qu'elle avait confondu l'honneur avec l'apparence, la famille avec l'obéissance et le silence avec la paix. Nora avait lu la lettre 2 fois, puis l'avait rangée dans une boîte. Elle ne ressentait plus le besoin de répondre. Certaines portes ne doivent pas être claquées. Il suffit de ne plus les rouvrir. Avec l'argent récupéré et ses économies, Nora avait créé un petit cabinet de conseil financier pour femmes en transition. Elle aidait des épouses divorcées, des veuves, des femmes âgées qui avaient laissé leur mari gérer tous les comptes pendant 40 ans, des jeunes mères qui ne savaient pas comment quitter une relation où l'argent servait de lest. Elle ne leur promettait jamais une vie facile. Elle leur disait simplement « Comprendre son argent, c'est commencer à récupérer sa voix ». Ces femmes entraient souvent dans son bureau avec des sacs serrés contre elle, des regards honteux, des phrases murmurées. Elle repartait avec des listes, des comptes ouverts, des copies de documents, parfois avec des larmes, mais aussi avec une chose plus rare, la sensation de ne plus être seule. Samuel Brooks devint pour Nora une présence paisible. Il prenait parfois le café lorsqu'elle passait à Savannah. Il ne cherchait jamais à remplacer un père, ni à devenir le héros de son histoire. Il était simplement là, avec sa sagesse tranquille, son regard sans jugement, et cette manière de rappeler que la dignité n'est pas un luxe, mais une nourriture. Un matin d'automne, Nora marcha seule jusqu'à la plage.
Le ciel était rose pâle. Les vagues avançaient puis reculaient avec la patience des choses éternelles. Elle tenait dans sa main une petite boîte en velours. À l'intérieur reposait son alliance. Pendant longtemps, elle avait cru que cet anneau était la preuve qu'elle avait été choisie. Puis elle avait cru qu'il était la preuve qu'elle avait été trompée. Ce matin-là, elle comprit qu'il n'était ni l'un ni l'autre. Ce n'était qu'un objet. Le sens qu'il avait eu appartenait au passé. Elle ne le jeta pas dans l'océan. Elle le remit dans la boîte, referma le couvercle et le glissa dans son sac. Nora regarda le soleil monter sur l'eau. Elle n'avait pas gagné parce que Evan avait perdu. Elle avait gagné parce qu'elle n'avait plus besoin de se perdre pour être aimée. La trahison avait détruit sa maison, mais la vérité lui avait rendu son nom intérieur. Et dans le bruit doux des vagues, Nora comprit enfin que la paix n'est pas l'absence de douleur. C'est le moment où la douleur cesse de gouverner votre vie.